revoilà pour la 25e émission de Bug, le podcast, votre podcast préféré sur le ciné et sur les séries. Et vous commencez à nous connaître, je suis Alphonse Dadet sur les internets. Je suis accompagné encore une fois des fidèles Seb. Salut Seb. Mais oui, bonjour à toi Alphonse, à toi Bastien et à mes nouvelles idoles, David et Louise, ainsi qu'à leurs enfants Jennifer, Joshua, Jessica, Jonathan, Joy, Julian, Janetta, Jordan, James, Johanna, Jolinda, Julicia et le petit dernier Kanye West Turpin. Comme quoi les traumas, c'est pas mal pour devenir un chanteur de R&B aussi mégalo que finalement peu talentueux. Et oui, et si toute la famille Turpin nous écoutait, on doublerait certainement notre audience. Donc voilà, et donc le troisième larron de l'émission, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous. Bah alors pas trop les pieds dans l'eau les gars là, avec toutes ces inondations un peu partout. Pas facile en ce moment. Il pleut à Sio comme on dit chez moi. Et de toute façon, que vous nous écoutiez à bord d'une barque ou du toit de votre maison, merci à tous d'être là. Effectivement, catastrophe naturelle. S'il y a des gens qui sont sur une barque et qui prennent quand même le temps de nous écouter, on vous embrasse fort parce que vous êtes des psychopathes. Ouais, franchement, chapeau les gars. Et la route du Rhum. Et donc un programme encore avec un sommaire plutôt alléchant aujourd'hui. Nous allons évoquer la saison 4 de Black Mirror qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix. Seb nous parlera du dernier Mission Impossible Rogue Nation et Bastien évoquera la série The A-Word. Donc voilà, un programme éclectique et nous finirons aussi par 2-3 petites choses, restez jusqu'au bout comme d'habitude. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas une intervention divine qui me coupera la chic. Je peux m'en occuper hein. Bon, tu n'es pas encore divine, mais si tu y travailles je le sais. Donc voilà, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la fameuse saison 4 de Black Mirror et donc c'est moi qui m'y colle, donc voilà. Donc la saison 4 de Black Mirror qui est sortie, je pense, fin novembre sur Netflix. Donc voilà, c'est une série anglaise. Je vais faire un bref historique. Les 2 premières saisons étaient passées sur la BBC. Il y avait 3 épisodes pour la première saison. Il y en avait également 3 plus un spécial pour la deuxième saison. Et à partir de la saison 3, les droits ont été rachetés par le géant américain Netflix. Donc la saison 3 a été diffusée sur Netflix, ainsi que la saison 4, et ils ont doublé le nombre d'épisodes à chaque fois. Donc l'ami Charlie Brooker, qui est la tête pensante du projet, a donc développé, maintenant il a les coups des franches, il a beaucoup plus de budget également, et la série a son petit succès, on peut le dire, et du coup il y a des réalisateurs un peu plus chevronnés qui arrivent sur cette saison 4. Il y en avait déjà sur la saison 3 bien sûr, mais là sur la saison 4 il y a quand même de l'artillerie lourde. Il y a Jodie Foster qui se charge de l'épisode 2, il y a le David Slade qui est l'ancien jeune pousse prometteuse du cinéma fantastique, rappelez-vous à l'époque de 30 jours de nuit, et auparavant il a fait Hard Candy que bon, pour ma part j'avais pas trop apprécié mais qui avait eu sa petite réputation, et donc là on le retrouve à la tête... Et qu'est-ce qu'il a fait aussi David Slade ? Il a pas fait un Twilight ou un truc comme ça? Il a fait un Twilight. Ah, et voilà, c'est pour ça que je voulais le passer sous silence, mais tu as raison, il faut rétablir la vérité. J'aime trop Twilight pour ça. Voilà, donc l'ami David Slade aussi qui s'occupe de je ne sais plus quel épisode de cette saison, je crois que c'est... C'est pas celui en noir et blanc? Je pense que si, c'est celui-ci, celui, le Survival, là, effectivement. Et il y a le chevronné Timothy Van Patten, qu'on aime beaucoup chez Bug, qui a commencé sa carrière dans le rôle mythique de Peter Stegler dans Classe 84. Stegman, pardon. Choisis un doigt, petit truc. Voilà, dans un très grand film qu'on ne peut que vous recommander, Classe 84. Hein, vraiment, si vous aimez l'éducation nationale et les bas-fonds, allez-y, vous serez servi. On peut vous dire qu'à côté, le proviseur et Esprit Rebelle, c'est du pipi de chat. Donc voilà, et il y a l'excellent Michael J. Fox aussi à l'époque qui était tout jeune. Donc Timothy Van Patten, j'étais en train de me dire pourquoi on l'évoquait, donc qui était commencé en tant qu'acteur et qui maintenant est un réalisateur chevronné et aussi un des plus assidus. Il a tourné pour HBO, pour Les Sopranos, pour Game of Thrones. Enfin voilà, le mec a été, il a eu toutes les grosses séries de HBO sous sa coupe, et du coup il fait partie des valeurs sûres de la télé américaine. Et donc là, on le retrouve à la tête de l'épisode 4 qui s'intitule en anglais Hang the DJ, qui est un petit peu l'épisode fétiche des petits cœurs fragiles de cette saison.
Donc voilà, bon, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc cette année, pour cette salve, il y a encore 6 épisodes. Et le premier épisode est une sorte de sous-Star Trek, le nom, ça doit être ISS Callister ou quelque chose comme ça. Avec notre ami acteur, dont le nom m'échappe, messieurs, mais vous allez tout de suite Jesse me le dire. Plemons. Voilà, merci, qui est toujours le mix parfait entre Matt Damon et Philip Seymour Hoffman. Donc, qui interprète un ingénieur informatique qui crée un programme ou qui recrée une série fétiche à lui et dont il devient un des protagonistes. C'est un peu comme si nous on refaisait les Chevaliers des Zodiac et qu'on devenait un personnage ou ce genre de délire, voilà, vous comprenez un peu le machin. Et voilà, donc l'épisode 2, c'est l'épisode de Jodie Foster sur une mère qui surveille sa fille. L'épisode 3, c'est l'épisode avec le meurtre, je crois, une sorte de nana, il y a une histoire. Souviens-toi l'été dernier. Ouais, avec un hamster qui vient foutre sa merde. L'épisode 4, Hank the DJ, qu'on a déjà évoqué. L'épisode 5, c'est le survival en noir et blanc. Et l'épisode 6, qui est une sorte d'anthologie à lui tout seul, où il y a plusieurs petites histoires qui s'entrecroisent. Voilà. Donc bon, ce qu'on peut évoquer sur le problème de toute anthologie pour les séries, c'est que la qualité est toujours un peu fluctuante, que là, malheureusement, cette saison commence à y avoir plus d'épisodes faibles que d'épisodes réussis, je trouve. Parmi mes préférés, alors arrêtez-moi, Bastien, je sais que tu l'as vu la saison intégralement, mais Seb, tu n'as pas tout vu, mais moi je trouve que les épisodes forts dans cette saison sont le dernier. J'ai plutôt apprécié le dernier, parce que voilà, après c'est un tour de force narratif et compagnie, mais voilà. L'épisode Survival en noir et blanc, il était plutôt tendax et il était plutôt court, donc je l'ai trouvé plutôt réussi. Le Hank the DJ, il est mignonnet. Par contre, l'épisode de Jodie Foster et l'épisode avec l'assurance, souviens-toi l'été dernier, neigeux là, en Finlande, c'était pas possible. Et le premier était pas folichon non plus. Donc voilà, les 3 premiers sont pas géniaux et ça se va un peu mieux vers la deuxième partie de saison. Alors, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Bastien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, au final, j'en garderai 2. Je garde Hank the DJ, pour moi, c'est mon préféré de la saison. Et puis le dernier épisode aussi que j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, mais après, le reste. Ouais, le problème, c'est que les thématiques de Charlie Brooker, elles commencent déjà à tourner un petit peu en rond et qu'il a tendance un peu, je trouve, cette saison à pas particulièrement parler parce que ce qui faisait le sel aussi de la série, c'était de parler des nouvelles technologies et des problèmes que ça pouvait engendrer. Et je trouve que sur cette saison, c'est pas trop le cas. Il y a 2-3 épisodes où oui, effectivement, on aborde ça frontalement, mais c'est pas ce qui le préoccupe. Et après, à tort ou à raison, c'est toujours la question. Il préfère parler des problèmes humains, et pour ça, malheureusement, c'est un peu plus c'est moins original, on va dire. Mais donc voilà, bon, je vais passer vite fait sur les 3 premiers qui sont vraiment pas très réussis. Le premier, je l'ai trouvé assez pénible. Le deuxième de Jodie Foster, c'est une putain de morale bien relou. Franchement, c'était vraiment pesant aussi. Et le troisième, c'est complètement crétin avec cette histoire d'hamster qui finalement va confondre le tueur, la tueuse de l'histoire. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez ce que je viens de dire, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé, je viens de vous spoiler, mais c'est pas grave. Je vous fais gagner 1 heure de votre vie sur ce coup-là. Donc après, voilà, on a l'épisode de Hank the DJ qui est un épisode à la San Junipero, c'était ça le titre de l'épisode 3 qui avait tant plu aux gens. Alors donc c'est pareil, on est dans une veine un petit peu plus légère, plus romantique, avec un petit couple charmant, voilà. Ils passent du temps grâce à une application où ils essayent plusieurs partenaires, l'un et l'autre, et du coup pour au final se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais que l'application les empêche de se rencontrer. Et donc voilà, c'est un truc très mignon, avec pas mal d'émotions et plutôt bien joué. Ouais, on peut pour ceux qui apprécient ce genre d'histoire, ça passe très bien. Effectivement, c'est plutôt réussi, même si, comme souvent je trouve chez Charlie Brooker, les résolutions d'histoire sont un peu, elles arrivent un peu comme un cheveu sur l'insou. C'est un peu le Stephen King. Ouais, c'est ça. Il y a des fois où on sent qu'il sait pas comment finir ses récits et c'est un peu problématique. Donc voilà, après il y a le survival en noir et blanc qui est vraiment tendu et bien brutal pour le coup, avec des robots en métal qui poursuivent des rescapés dans un monde post-apocalyptique qui est plutôt bien foutu. Pareil, par contre, la fin de l'histoire, clairement je m'en fous.
Et le dernier épisode, donc là, qui est pour le coup, qui est vraiment un tour de force narratif, un peu à l'épisode spécial White Christmas là, avec notre ami John Hamm, où il y a plusieurs petites histoires qui s'entremêlent autour d'un seul récit principal. Et c'est plutôt bien foutu pour le coup. Les 3 histoires sont bonnes. Il y a une morale, enfin il n'y a pas une morale, mais là pour la fin est plutôt bien, elle est bien amenée, c'est assez réussi. Voilà. Bon, ce que je peux reprocher en gros sur cette saison, c'est que l'écriture de Charlie Brooker commence à tourner à vide, qu'on voit arriver aussi, malheureusement, vu que la série a déjà 4 saisons, on commence à voir arriver tous les trucs, plus ou moins. On sait comment il fait fonctionner ses récits et que donc très rapidement on voit comment ça va basculer et à quel moment. Donc c'est un peu dommage. Après, ce qui est appréciable, c'est que bon, il a fait une saison où je crois que sur les 6 épisodes, les 6 personnages principaux sont des personnages féminins. Donc il est bien dans l'air du temps, le pépère, bravo. Et voilà, donc elle est peut-être un peu plus réussie que la saison 3 qui pour le coup avait encore moins d'épisodes réussis à mon goût, mais par rapport aux 2 premières saisons, on n'a plus le même niveau de qualité. Est-ce que l'arrivée de Netflix a imposé certains diktats à Charlie Brooker? Je sais pas, ça c'est les mystères de la production. Mais bon voilà, donc si vous avez apprécié la saison 3, allez-y clairement. Sinon vous pouvez vous passer des 3 premiers épisodes et vous faire les 3 derniers. Enfin moi c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà. Bastien? Ouais, moi ce que je trouve maintenant le souci, c'est que bon, il y avait toujours ce problème de toute façon des épisodes qui sont inégaux déjà entre eux, mais je trouve que le problème se pose même à l'intérieur même des épisodes. C'est que je trouve que ça souffle le chaud et le froid certains épisodes. T'as des séquences qui sont vachement réussies et puis comme on dit souvent les fins sont assez foirées. Des fois et c'est un peu dommage que même au sein même d'un épisode il n'arrive pas finalement à relever certains défis dans l'écriture. Ouais. Il y a toujours cette fausse lenteur des moments que je trouve qui est un peu facile dans la série où justement on a l'impression qu'il se cache derrière cette fausse lenteur alors qu'il n'a pas grand chose à raconter sur le sujet. Et en fait je pense qu'il y a peut-être tout simplement un malentendu avec la série depuis le départ, c'est qu'on l'a surestimé en fait depuis le début. Disons qu'il avait envoyé fort. Les premiers épisodes étaient quand même des épisodes assez trash, assez percutants et c'est pour ça c'était des trucs qui restaient, qu'on avait rarement vu. Enfin, le premier épisode avec le premier ministre anglais et le cochon, c'est un truc moi j'avais jamais vu ça quoi. Après du coup moi ma préférence par contre dans toute la série c'est dans la saison 3 justement, c'était l'épisode avec Bryce Dallas Howard forcément. Et surtout parce que je pense qu'il y avait la musique de Max Richter qui apportait beaucoup à l'épisode. Justement, je sais pas si vous avez... Ils ont refait un peu la même chose avec Sigur Rós pour l'épisode de Hank the DJ justement. Ouais. Et ça c'est bien justement quand ils vont chercher aussi une musique. Ils commencent à avoir des castings à tous les niveaux qui sont plutôt pas mal. Au niveau des acteurs, au niveau des réalisateurs et tout, les mecs maintenant ça y est, c'est bon. Mais le problème c'est qu'au niveau de la mise en scène justement je sens pas trop la personnalité des réalisateurs. Ouais, c'est plus compliqué. C'est vrai. Seb, on sait que t'es pas particulièrement un aficionado de la série. Non, si j'ai regardé un épisode par saison, c'est déjà énorme. Je trouve que c'est extrêmement chiant déjà, je trouve. Même le premier épisode, celui avec le cochon là, je crois que c'est le seul que j'ai regardé sans détourner mon regard de l'écran. Et encore, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Je trouve la série extrêmement prétentieuse et, comme le disait Bastien, c'est complètement surestimé, quoi. Le public qui réagit à chaque épisode, dont des trucs extrêmement médiocres, comme celui sur le USS Callister, c'est tout de suite un moment absolument ultime de l'histoire de la télévision. C'est un grand chef-d'œuvre et tu regardes le truc et tu fais ça pisse pas très loin non plus, quoi. Donc, j'en ai rien à branler en fait de Black Mirror. Mais faut arrêter de nous le vendre comme le truc absolu, parce que du coup, t'as des gens qui regardent le truc, ils n'aiment pas, mais ils disent pas. Ils disent ouais c'est génial, mais en fait ils ont rien à foutre. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui n'aiment pas. C'est vrai que pour le coup, ceux qui le voient généralement, ils aiment bien hurler au chef-d'œuvre, et ceux qui n'aiment pas trop, ils se taisent. C'est vrai que c'est rare quand même ce genre de cas de figure. Je pense que Netflix est derrière tout ça et qu'il cache des comptes. D'ailleurs, il fait peur cette info comme quoi l'USS Callister à épisode, il voudrait faire une série dérivée. Oh putain, très bonne idée. Allez-y les gars, allez-y. Foncez. Ouais, clairement, foncez dans le mur.
Bon, bah voilà. C'est un Bastien. spin-off de How I Met Your Mother pour raconter l'histoire de la Mother avant qu'elle n'arrive dans la série. Ouh, ça serait. Voilà, ça, D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont regardé l'épisode et qui connaissent la fin de How I Met Your Mother, évidemment. Non, mais tiens, Ah oui, en fait, tu fais référence à l'actrice. Ah oui, j'avais même pas fait le lien qu'effectivement la Mother jouait dans cet épisode. Bon, bah messieurs, on passe à la deuxième partie de l'émission. C'est Bastien qui s'en occupe, c'est ça? The A-Word. Ouais. Eh ben vas-y. Une autre série anglaise. Alors, let me see. Donc, mon petit conseil du jour, c'est la série TV The A-Word. Donc, série LV2 English, diffusée sur la BBC. Alors, pour l'instant, il y a 2 saisons. Big Black Cock. 6... Comment Big Black Cock. C'est pas la même chaîne. Ah merde. Sorry. Donc, il y a 2 saisons qui font 6 épisodes chacune. Ça fait 12 en tout. Putain, ça. L'histoire. Les mecs, 4 sur 30 un examen quand même de maths. Et ça fait à peu près 1 heure chaque épisode, donc ce qui nous fait une de durée presque 12 heures. De presque 12 heures. Putain, c'est bon. Alors l'histoire, c'est celle d'une famille anglaise, comme il en existe partout dans le monde en fait, puisque pour peu que vous ayez une famille. Mais la particularité à eux, c'est que le plus petit des enfants souffre du spectre d'autisme. Ah, c'est la famille Turpin. C'est Kanye West. Et donc, vous le comprenez bien, c'est pas facile tous les jours d'être confronté à cela, que surtout pour l'enfant qui a 7 ans, et aussi pour ses parents et l'entourage, qui doivent mener aussi leur vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Donc, vous avez compris qu'il s'agissait plutôt d'une série dramatique, qui comporte évidemment ces petites touches d'humour et d'espoir, sinon on aurait juste envie de se tirer une balle dans la tête. Donc moi je dois vous dire que j'ai beaucoup d'affection pour cette petite série, déjà parce que je connais personne qui la regarde, donc ça m'appartient un tout petit peu, et c'est pas trop sali justement par les parasites extérieurs. C'est une série qui a le mérite de se bonifier au fil des épisodes, je trouve. On a de plus en plus d'attachement vis-à-vis des personnages, et l'émotion s'en trouve donc plus forte. C'est pas du tout une série tire-larme, je trouve, alors que le sujet s'y prête très bien, puisque en plus de l'enfant autiste, vous avez un enfant atteint de trisomie qui a un rôle un petit peu plus important dans la saison 2. Donc des trucs bien lourds qui pourraient vite tomber dans le pathos, mais non, c'est assez pudique dans le traitement, dans ses sentiments, et c'est fait avec, je trouve, beaucoup de tendresse et d'intelligence. Alors l'autisme, c'est le gros sujet, mais dans le fond, ce sont surtout les personnages qui font la série et ceux à quoi ils sont confrontés et ballottés, dont l'amour et les liens avec les autres sont les vrais sujets. Alors prenons l'exemple des parents de l'enfant autiste. La série va aborder surtout leurs problèmes de couple, et c'est fait avec intelligence. Ce n'est pas un couple qui est forcément tout le temps soudé face à l'autisme dans leur enfant. Il y a aussi des tensions au sein même du couple entre eux. C'est pas caché cette partie-là du couple, c'est pas édulcoré. Et je trouve ça très intéressant de voir ces déchirements et ces affrontements qu'il peut y avoir quand on est confronté à ce genre de problème. Ce qui renvoie d'ailleurs à n'importe qui, pas forcément aux parents d'enfants autistes, mais ça peut parler tout simplement à tout le monde, puisque ça parle d'éducation, des choix, de la frustration et de la vie de toute façon avec un grand V, comme on dit. C'est une série qui, à la manière de Six Feet Under, scrute à travers les névroses d'une famille tout ce qui fait le tourbillon de la vie. À moindre échelle, bien évidemment, pour l'instant, car The A-Word n'est pas constamment renvoyé à la mort comme Six Feet Under pouvait le faire. Donc je vous compare les 2 séries, mais toute proportion gardée, bien évidemment, puisque Six Feet Under étant, pour qui me connaît vraiment, mon totem. Mais The A-Word m'y fait penser souvent. J'ai pensé aussi à Little Miss Sunshine sur les derniers épisodes de la saison 2, parce que ça parle d'une famille tout simplement, et qu'il y a des choses qui sont universelles. Le personnage du grand-père d'ailleurs, dans The A-Word, qui est interprété magnifiquement par l'ami Christopher Eccleston. Attends, il fait un grand-père là Oui, c'est le grand-père de la famille.
Il me fait penser justement au père Fisher dans Six Feet Under, du moins à l'idée qu'on pouvait s'en faire, puisque c'était un personnage qu'on n'a pas connu de son vivant. Mais c'est le type un peu gauche, un peu foufou, bourré d'humour malgré lui. Et Eccleston est excellent dans ce rôle. Il apporte beaucoup de poésie dans le rôle, qui est pas facile en plus, parce qu'il passe le plus clair de son temps en tenue de footing, parce que le personnage court beaucoup, donc il a toujours son petit suite de footing. Donc chapeau bas, monsieur, pour garder quand même la classe en toutes circonstances. Je sais pas, Seb, ce qu'il valait en tant que Doctor Who, toi en tant que fan de Doctor Who. Il était très bien, c'est juste qu'il avait pas les meilleurs scénarios ni le budget, donc les épisodes étaient un peu cheap, mais il était excellent. Ouais. Et c'est un gros regret qu'il soit parti après une seule saison. Et ça, ouais, c'est ça, j'ai vu que c'est un bon acteur quand même, Christopher Eccleston. Je crois qu'on le voit rarement mauvais quand même, le pépère. Ouais, il était formidable en Thor 2. Ah. Voilà, j'ai sorti mon tournevis pour l'occasion. Vous avez raté la première fois que je l'ai utilisé, donc voilà. Oh là, alors sinon, il a plus de piles. Si, ça va bien. Sinon, niveau casting, c'est des acteurs locaux, hein, donc on les connaît pas trop. Après, le père de famille, c'est Antoine Decaune, mais en plus jeune, mais qui ressemble au Antoine Decaune d'aujourd'hui. Donc pas quand il était jeune. Je sais pas si vous me suivez un peu. C'est compliqué. Ah oui, je vous ai pas dit, mais très important quand même, c'est que tout le charme de la série repose sur la musique anglaise qui est extrêmement présente, puisque c'est comme ça que l'autisme de l'enfant se présente, surtout sous cette forme, puisqu'en fait il porte très souvent un casque sur ses oreilles pour écouter tout plein de musiques qui font partie de la culture anglaise, et il les chante aussi, donc les paroles des chansons renvoient en général à ce que pensent les personnages, ça fait écho. Et le gamin est accro en fait le gamin est accro à la musique, c'est son langage, il connaît tous les musiciens de tous les groupes de toutes les époques. Wow. Il sait par exemple d'une chanson de quel album ça fait partie, c'est son moyen en fait de communiquer avec les adultes. Donc si vous aimez les Buzzcocks, les Arctic Monkeys, les Stone Roses, les Echo and the Bunnymen, et j'en passe, la série peut vous faire kiffer parce que c'est omniprésent cette musique et ça peut même être saoulant pour ceux qui n'aiment pas ça. Et j'ai pas tout vu, j'ai vu 2-3 épisodes et tous les débuts d'épisodes, les génériques, c'était le gamin qui se baladait en écoutant une chanson différente. Il continue ça sur la saison 2 ou pas? Moins. Ça existe encore, mais c'est pas chaque début d'épisode comme sur la première saison. Alors après aussi, si vous aimez la campagne verdoyante anglaise, c'est fait aussi pour vous. On n'est pas du tout dans un milieu citadin, ce sont des gens simples, comme on dit, des petits villages où tout le monde se connaît. Donc ce qui peut donner à la série un petit côté feuilleton de France 3 régional, mais pas déplaisant, parce que pour le coup, ça va bien avec ce que veut dire la série sur le sens de la communauté, des liens et des échanges. Parce que de toute façon, comme chacun le sait, si ça se passait dans la ville, ça serait plutôt l'individualisme et le mal qui prendrait. Donc ça ne serait pas cohérent avec les vraies valeurs de la série. Alors, sinon, au-delà de la connerie de ce que je vous dis, moi j'aime beaucoup l'aspect provincial de la série. Ça change justement de décor. On voit pas ça si souvent en fait, et ça donne une tonalité particulière à ce monde. Comme tu le disais, donc dans la première saison, chaque épisode commençait sur une route où le gamin se balade par exemple, et en fait à force de voir cette route, à force de voir ces motifs récurrents dans la série, il y a une forme de répétition. Tu as l'impression de bien connaître les lieux, et donc toi spectateur, tu fais un petit peu plus partie de tout cela à terme. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au fil des épisodes, l'attachement se fait et du coup le cœur grossit avec. Donc j'espère qu'il y aura une saison 3 qui sera signée bientôt, parce que pour l'instant c'est pas fait. J'ai regardé la courbe des audiences, elle ne fait que chuter au fil des épisodes. Donc ça sent pas très bon, j'ai l'impression, et c'est bien dommage, car c'est une série qui mérite vraiment de faire un petit peu plus de bruit. Après, c'est pas américain, c'est pas sur Netflix, donc le monde s'en fout. Mais il faut qu'ils changent de maladie pour la saison 3. Ouais. Après, les garçons, je pense que je vous la conseillerais pas trop non plus. Pas spécialement, parce que toi, Alphonse, déjà, je sais que l'herbage, c'est pas trop ton truc.
Et puis Seb, bah, il n'y a pas de super-héros dedans, donc je suis pas sûr que ça puisse te parler comme série. Ouais. Connard. Mais ça m'a fait penser je me suis dit que t'avais repris en fait ta chronique de This Is Us et que t'avais juste changé de 3. This Is Us qui est quand même de la merde, hein, parce que depuis l'émission où il en a parlé, j'ai regardé, c'est vraiment nul. D'ailleurs, Stallone, il est déjà apparu dedans ou pas en fait? Mais pas... Oui, bah, dès l'épisode 3 de la saison. Il est à combien d'épisodes? Parce qu'il faut que je les regarde, moi, ces épisodes de merde. Non, c'est qu'un épisode. Et c'est de la merde. Là, je me doute bien. Non, regarder que ces scènes. Mais il fait son propre rôle, donc c'est ça qui est pourri en fait. C'est qu'il fait le rôle de Stallone. Ça n'a pas trop d'intérêt. Formidable. Est-ce que tu as fini sur The E-Word? J'ai fini. Très bien. Eh bien, nous allons donc aborder la 3e partie, et c'est Seb avec Mission Impossible Rogue Nation. Oui, parce qu'il aura suffi d'un titre, à savoir Mission Impossible Fallout, et d'une photo d'une cascade dont l'ami Tom Cruise a le secret, pour me décider sur ce que serait la chronique de cette émission. Je vais donc vous parler de l'excellent Rogue Nation, 5e épisode de la franchise réalisé par Christopher McQuarrie. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit. À mes yeux, Rogue Nation est le blockbuster parfait. C'est un idéal absolu, un modèle à suivre pour tous, un régal de chaque instant. Un film quoi, un vrai. Dans Rogue Nation, il n'y a pas de bout de gras. Tout y est parfait. On a droit à nos cascades complètement dingues qui te scotchent sur ton siège, des séquences d'action jouissives, mais aussi et surtout à une intrigue. Le film est fun quand il veut l'être, mais il peut surtout être très sérieux et le faire même en se prenant au sérieux. Petit aparté rapide parce que j'ai l'impression que se prendre au sérieux est devenu une insulte, mais non, c'est juste un respect de son travail. Quand tu te prends au sérieux et que ton travail est bien fait, ça passe tout seul. Par contre, quand tu te prends au sérieux et que tu fais, je sais pas moi, comme ça par hasard, n'importe quel Roland Emmerich, c'est ridicule donc marrant, parfois. Bref, Rogue Nation, ça raconte comment Ethan Hunt se retrouve pourchassé par la CIA après qu'une mission ait capoté et que l'agence Mission Impossible se soit retrouvée fermée. Il trouve l'aide de l'agent double Ilsa Faust, la formidable Rebecca Ferguson, j'y reviendrai plus tard, et de son comparse depuis le 3e épisode Benji Dunn, alias Simon Pegg. Ensemble, ils vont devoir découvrir la vérité vraie et arrêter le grand méchant du film, interprété par Sean Harris, qui prête ainsi sa voix, qui n'est pas faite pour raconter des comptines aux enfants, à son personnage, Solomon Lane. Ça donne un degré de perversité au personnage qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Et en regardant les bonus Blu-ray du film, j'ai découvert un truc qui m'a mis sur le cul. En fait, ce film a été pensé comme le sont pensés, attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les Fast and Furious. Ah. C'est dingue, hein? Ouais. Ou alors c'est les Fast and Furious qui sont pensés comme les Missions Impossibles. Non, parce que c'est surtout celui-là qui a été pensé comme ça, donc... Non, les 7 pistes ont été développées. Donc, Cruise qui se tient à l'avion qui décolle, ou Cruise qui plonge dans un coffre sous l'eau et doit récupérer un truc sans pouvoir respirer, avec forcément un timing à respecter, etc., etc. Et une fois qu'ils ont tout ça, que ce soit Fast and Furious ou Mission, on développe une intrigue derrière pour raccorder tout ça et décider où va où et comment et quand. Et c'est fou quand même parce que d'un côté on a le degré 0 du blockbuster et de l'autre son idéal. La raison, je pense qu'elle est simple. T'as des mecs qui ont envie de faire plaisir aux spectateurs sans pour autant les prendre pour des cons. Comme quoi il suffit d'un rien. Parce que le truc, c'est que l'une des forces du film, c'est que McQuarrie parvient à mixer les deux. T'as un pur moment de tension couplé à une cascade à la Cruise. Et puis surtout, le film évite de tomber dans la surenchère. On a une cette piste qui déboîte, du coup le climax du film est beaucoup plus posé, et perso je trouve ça bien. On est plus dans le rapport entre les personnages et les enjeux à régler, plutôt que d'en foutre plein la vue aux spectateurs. Parce que les personnages, et c'est ça qui est bien, bah ils sont écrits. Et très bien écrit. Je parlais d'Ilsa Faust, jouée par l'excellente Rebecca Ferguson, donc elle est vraiment géniale, c'est un agent double, et trouver son positionnement dans l'histoire n'est pas facile. On sait jamais vraiment pour qui elle roule, que ce soit le MI5, les méchants, ou même pour sa propre gueule. C'est un truc qui revient plusieurs fois sans jamais dénaturer. Et tant qu'on est sur les personnages, on peut aller voir plus loin pour développer le truc. Parce que, comme vous le savez, il y a une demande pour les blockbusters, c'est l'humour. Faut qu'il y en ait partout tout le temps. Les studios ont probablement peur que le spectateur s'ennuie. Donc Tom Cruise ou pas, il y a quand même un cahier des charges à remplir. Donc on a de l'humour. Mais nom de Dieu, même ça c'est réussi. Ici, on n'en fait pas 3 caisses. On balance la vanne, on passe à autre chose. Simon Pegg est assez doué dans l'exercice. C'est pas non plus un débutant, mais comme dans Ghost Protocol, s'il n'est là qu'en partie pour faire le rigolo de service, c'est fait avec parcimonie, c'est pas une apparition à l'écran, une blague. Donc même le comic relief du film, bah il est utile et même important. Puis bon, niveau comédie, quand un personnage balance Ethan Hunt vit ses dernières heures d'homme libre,
puis ça coupe, t'arrives sur un plan panoramique de Paris et à l'écran ça indique 6 mois plus tard. Je trouve ça parfait. Un petit bémol, pour montrer que je peux. Rogue Nation est mon préféré de la franchise, c'est certain. Mais s'il est bien foutu et que Macquarie tient la barre niveau réel, c'est pas non plus du niveau de Ghost Protocol qu'avait réalisé Brad Bird et qui envoyait du lourd sévère. C'était difficile de passer derrière, voire même impossible. Du coup, ils ont tout mis dans le scénar pour relever le film et le mettre à égalité avec son prédécesseur. Mission plus que réussie donc. Ensuite, c'est le 3e film de suite où Ethan Hunt se retrouve sans l'agence Mission Impossible. Dans le 3e, c'était que dans le 3e acte, mais dans Ghost Protocol, il est désavoué, et dans celui-ci, l'agence est fermée, comme je disais. C'est surtout embêtant dans la mesure où Macquarie avait déjà retravaillé le script de Ghost Protocol. Ça fait redite et un peu seul contre tous. Enfin, seul contre tous, pas tellement. Parce que je voulais terminer sur une bonne note, et pour moi, c'est une des meilleures. Le travail d'équipe. Depuis Ghost Protocol, Ethan Hunt ne réussit plus tout seul. Il a besoin des autres autant qu'eux ont besoin de lui. Ça reste la star du show, évidemment, mais sans le reste de son équipe, on te montre clairement qu'il serait mort depuis plus ou moins la moitié du film. Donc, je réitère la chose, pour moi, Rogue Nation est un idéal de blockbuster, intelligent, fun, trépidant, plein de tension, écrit au cordeau, sans bout de gras, avec un rythme parfait, qui s'est passé d'une séquence folle à un moment plus intimiste. Mission Impossible, c'est tout simplement la franchise la plus intéressante au cinéma. Point. Et j'ai hâte de découvrir Fallout au mois d'août. Cruise a balancé quelques photos sur Instagram de séquences qui s'annoncent dantesques au possible. Espérons qu'on va pas tomber dans la surenchère, ce serait dommage. Comme je le disais, c'est ce que Rogue Nation est parvenu à éviter. Parce que j'y tiens, moi, à mes intrigues béton. Mais en même temps, j'ai confiance. Je dis ça pour la forme, parce que l'échec de la momie a dû jouer sur Tom Cruise qui préfère éviter de réitérer la chose. C'est clair. Bon, en tout cas, tu signifies que le scénario de Rogue Nation soit blindé, c'est un peu normal. L'ami Christopher McQuarrie, c'est son taf à la base. Ouais. Et c'est même un excellent scénariste. Ouais, depuis quelques temps, c'est devenu le go-to-man de Cruise. Ouais. Bon, il a travaillé sur la momie, on va zapper ça. C'est un gros échec à tous les niveaux, mais il a aussi réparé le script de Edge of Tomorrow, qui est vraiment très bien. Ghost Protocol, comme je le disais. Donc ouais, Cruise, il a fait Jack Reacher avec Cruise. Il y a très longtemps maintenant, il a fait Way of the Gun, qui était vraiment très excellent, très bon. Excellent film, Way of the Gun. Ouais. J'avais vu ce film en salle. Je pense qu'on n'était pas nombreux à l'avoir vu en salle à l'époque. Et ouais, moi ça m'avait vraiment marqué. J'avais trouvé ça vraiment excellent. Et il avait commencé comme scénariste sur Usual Suspect. Ouais. Quand même. Voilà. Donc, avec l'homme qu'on ne peut nommer en présence de mineurs. Oui, avec Christopher Plummer. Voilà. Et ouais, effectivement, Christopher McQuarrie est très très bon scénariste, effectivement. Et donc il revient pour la 2e fois, alors que d'habitude il changeait de réalisateur à chaque Mission Impossible. Là il revient. J'espère qu'ils vont pas nous faire du coup une Spectre, comme l'avait fait Sam Mendes en revenant une 2e fois directement après Skyfall pour James Bond. Mais non, j'ai vraiment confiance, quoi. Parce qu'en plus le film n'oublie pas les précédents, quoi. C'est-à-dire que tout est vraiment lié. Ça se passe juste après Ghost Protocol, où ils avaient empêché une bombe de péter, mais qui avait quand même touché un immeuble, je sais plus quoi exactement. Enfin, tout ça est lié. Ils reparlent du Kremlin qui a eu lieu au début du film, etc., etc. Ils prennent vraiment tout en compte et je trouve ça vachement bien. Et ouais, l'ami Tom Cruise, il est un peu obligé effectivement de redresser un peu le niveau. On l'aime beaucoup à Bug, Tom Cruise, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des acteurs qui respectent le public, je trouve, et qui a toujours essayé, sauf sur La Momie, effectivement. Mais ouais, il a toujours été très honnête dans ses choix. Il a une filmo de dingue quand on s'y penche. Et le mec, maintenant, il a quand même pas loin de 60 balais. Et il est toujours au top, quoi. Ouais, d'ailleurs, pour l'anecdote, sur le tournage, ils ont dû arrêter le tournage de Fallout pendant 6 mois parce qu'il s'est pété la cheville, mais genre cassé, vraiment. Et donc, on a vu, il était dans l'émission de Graham Norton vendredi soir. Et ils ont montré avec un bon gros plan le moment où ça s'est pété. Et donc, il saute d'un immeuble à un autre. Et il était censé vraiment se rattraper juste au bord, puis remonter derrière. Et à ce moment-là, au moment où il s'est pété la cheville, il a dit « Ah, c'est cassé », mais il est quand même remonté. Et il a commencé à courir juste pour dire « Je complète le plan ». Et du coup, dans le film, on aura la séquence où il s'est cassé la cheville et il court. Et tu vas le voir faire 3-4 pas où il est en train de boiter parce qu'il a la cheville cassée. Le mec est complètement fou. Il est professionnel. Ouais. Donc et voilà. Bastien, ça te donne envie ce genre de choses. Bastien ?
Excusez-moi. C'était pour rendre hommage à ta disparition soudaine et inexpliquée. Vous avez eu peur, j'espère. Je me suis dit, ça y est, on a encore perdu un, j'en ai rien à foutre. Je dois me lever demain à 5h du matin, je fais pas 2 heures de montage. Rien à foutre. Bravo, très bon gag. Et ouais, bah en tout cas, oui, j'ai vu tous les Missions Impossibles également. Mais après, donc moi, le problème que j'ai avec ces films-là, c'est qu'ils ont cette capacité à ne me laisser aucun souvenir. Je les vois, je les trouve pas dégueulasses, mais après, en fait, quelques temps plus tard, j'en ai vraiment plus aucun souvenir. Là, je serais incapable de dire de quoi parle Mission Impossible 4, 5, 6, de ce qui se passe, de l'histoire. C'est du tout venant pour moi et c'est un peu dommage en fait. Je vois pas de différence fondamentale entre chaque film. À part des séquences. Non, vas-y. Insulte. À part quelques séquences clés comme dans le John Woo, l'intro sur la montagne, des scènes un peu comme ça, choc, iconiques qui me restent en mémoire, mais après, voilà. Mais si Tom Cruise se mettait un drap sur la tête, est-ce que ça te plairait plus? Bah peut-être. Qui sait. Bon bah voilà, en tout cas ouais, moi je n'ai pas d'a priori négatif sur la saga des Missions Impossibles. Je pense que voilà, ça fait partie du haut du panier des blockbusters, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon bah écoutez, on a fait le tour messieurs. Est-ce qu'on part maintenant dans des sphères inconnues de nous-mêmes? Ah si, j'avais une petite question, je sais que Seb a une autre question pour la fin, mais moi j'ai une pour chacun de vous. Eh bien très bien. Eh bien moi j'ai une autre question là comme ça parce que il faut rebondir sur le sujet des cascades de Tom Cruise. Alors donc je vais vous citer Tom Cruise, Jackie Chan et Jean-Paul Belmondo. Lequel des trois pour vous est le meilleur acteur cascadeur? Bastien, je te laisse l'honneur. Moi je dirais Jackie Chan parce que je crois que son nombre de doses brisées est assez impressionnant. Donc c'est lui qui a le plus donné je pense dans le métier. Je pense aussi effectivement. Moi je vais dire Tom Cruise parce que c'est le meilleur acteur des trois, à mon sens, qui a le plus de films qui m'intéressent, mais oui c'est vrai qu'en termes de cascadeur, oui Jackie Chan, il déboîte tout le monde quoi. Mais j'ai lu quelqu'un qui avait tweeté justement aujourd'hui que Tom Cruise était le Jackie Chan américain. Ah, d'une certaine manière, parce que je veux dire le mec il se pète des os, il continue quand même le tournage du truc, tout ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai que Jean-Paul n'a pas dû se casser la gueule sur ses tournages, je crois. Oh non mais son chien un peu quand même. Ouais, oui mais là il était déjà... ouais. Il avait déjà plus grand chose, hein. C'est pas... bon, on va pas s'éloigner de ça. Donc voilà, très bien. Bah écoutez, je vous propose, messieurs, de faire un petit coucou aux Oscars, hein, même si moi personnellement je trouve ça complètement insignifiant et débile, mais c'est toujours amusant de faire ce genre de petits trucs. Donc je vais vous demander vos petits pronostics. Alors soit vous me dites ce que vous souhaiteriez voir gagner et ce que ensuite vous pensez, ce qui va vraiment se passer, ou alors, enfin voilà, vous me donnez votre ressenti. Donc on va commencer par meilleur acteur. Alors je vous donne les cinq nommés. Donc Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, Daniel Kaluuya pour Get Out, Gary Oldman pour Darkest Tower et Denzel Washington pour Roman G. Israel, je sais pas quoi. Ce sera probablement Day-Lewis par rapport au fait que c'est soi-disant son dernier film, pour l'instant en tout cas. Oldman a beaucoup de chance. Personnellement, pour avoir vu Darkest Tower, sa perf est bonne, mais pour moi, tout le maquillage, là, le film est chiant. Mais c'est du Joe Wright. Mais le maquillage me gâche le truc, quoi. Je vois que ça, le maquillage. Mais sa performance ne tient pas au maquillage, quoi. Je veux dire, mais. Il est bon, quoi. Mais voilà. Bonne partie, quoi. Ça fait une grosse partie, c'est toujours. Ouais. Et j'ai pas vu le Paul Thomas Anderson, donc. Ouais, mais voilà, on peut supposer. Bastien. Bah là, ça va être totalement gratuit parce que je n'ai vu aucun film qui sont à chaque fois nominés. Tu crois que je les ai vus, moi? Ouais. Moi j'ai vu Call Me By Your Name, les gars. Putain, qu'est-ce que c'était chiant. Et t'as vu Get Out? Si, vous avez vu Get Out? Oui, t'as vu Get Out. Menteur, va. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Petite merde. Mais du coup, oui, je comprends pas ce qui vient. J'aime bien ce film, mais je comprends pas trop pourquoi l'acteur est là. J'aimerais que ce soit Daniel Day-Lewis encore qu'il l'ait. Voilà. Pour fermer la boucle. Il est là pour que personne se plaigne derrière. Je pense que c'est lui qui va gagner et j'aimerais que ce soit lui qui gagne également. Donc, deuxième catégorie, meilleure actrice avec Frances McDormand pour Three Billboards, je vais pas vous faire le nom complet, hein. Sally Hawkins pour Shape of Water, Margot Robbie pour I, Tonya,
Saoirse Ronan pour Lady Bird et Meryl Streep pour The Post. Eh ben, c'est évident que ce sera Frances McDormand pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui est de toute façon le film le plus formidable de l'année dernière, mais qu'il sort seulement cette année. Donc ce sera elle, parce qu'elle est vraiment phénoménale dans le film. Sinon, vraiment, un cran derrière, et c'est dommage qu'il y ait Frances McDormand face à elle, parce que sinon c'est elle qui l'aurait gagné. C'est clairement Margot Robbie, pour moi. Elle est vraiment formidable dans Aitonia. Moi, je veux que ce soit Carrie Coon, mais elle y est pas. Oui. Non, je voudrais que ce soit... Carrie Coon qui est dans deux postes, mais vraiment tout petit rôle. Ouais. Non, moi, j'ai pas vu donc non plus Three Billboards, mais j'aimerais bien que ce soit Frances McDormand parce que je la kiffe dans Olive Kitteridge. Après, j'ai l'impression qu'elle joue tout le temps le même rôle, donc c'est un petit peu facile de pourquoi. Je crois qu'elle a déjà eu un Oscar en plus pour Fargo. Ouais, je pense, elle a dû l'avoir pour Fargo. Ouais, bonne question, mais je pense que oui, ouais. Et du coup, je sais pas si il y a un rôle si différent de ce qu'elle a déjà fait, mais après j'ai pas envie de voir les autres gagner, donc parce que Margot Robbie je la supporte pas, et puis ouais, je suis d'accord. Meryl Streep. Je suis d'accord avec Serge. Et Meryl Streep ça suffit. Et moi je pense que c'est Sally Hawkins qui va gagner. Vous allez voir. Parce qu'ils vont pas gagner grand chose finalement chez Shape of Water, donc il va falloir un peu récompenser quelque chose. Donc meilleur réalisateur. Alors tenez-vous bien, il y a du lourd et du... Qu'est-ce que tu fous là? Alors Guillermo del Toro pour The Shape of Water, Paul Thomas Anderson pour Fantôme, Greta Gerwig pour Lady Bird, Jordan Peele pour Get Out et Christopher Nolan pour Dunkirk. Ce sera del Toro, clairement. Et tu aimerais que ça soit qui? Del Toro le mérite. Je trouve que ce serait bien pour Nolan aussi qu'il ait leur connaissance. Après, moi, honnêtement, je m'en bats les couilles. Pour moi, un film n'est pas. Tu vois, la qualité ne vient pas à travers les Oscars, hein, bien entendu. Non, on s'en branle. Mais, on est d'accord. En toute honnêteté, je pense que le meilleur de Del Toro est derrière. Donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu lui filer des Oscars. Mais il le mérite quand même. Et Nolan aussi. Donc, ça se partage entre les deux. Mais ce sera Del Toro. Très bien. Bah peut-être Del Toro si j'apprécie son film, sinon comme j'ai pas une affection particulière pour son cinéma alors que j'adore celui de Paul Thomas Anderson, même si depuis 2 films c'est pas trop ça, je veux que ce soit Paul Thomas Anderson qui gagne. Alors moi j'aimerais que ça soit Paul Thomas Anderson, mais je pense que ça sera Greta Gerwig malheureusement. Ouais, pour faire un peu dans le consensuel. Voilà. Et le meilleur film. Il le mérite pas, j'ai vu le film, ça mérite pas. Donc, 9 nominés pour le meilleur film. Attends, il faut qu'on revienne 2 secondes sur un petit truc, parce que meilleur acteur dans un second rôle, on a 2 absolument formidables, à savoir Woody Harrelson et Sam Rockwell. C'est Sam Rockwell qui l'aura, puisque pour le moment il est en train de tout avoir, mais les 2 dans Three Billboards sont absolument formidables. Et comme Rockwell c'est un peu mon petit chouchou, et que j'ai toujours voulu qu'il ait la reconnaissance qu'il méritait, je tiens à le préciser maintenant qu'il va avoir son putain d'Oscar et qu'il est totalement mérité. Et Woody Harrelson, que j'aime beaucoup personnellement. Et d'ailleurs, ça me fait chier que les 2 soient nommés l'un face à l'autre parce que les 2 le méritent vraiment, quoi. Woody Harrelson, qui l'année dernière était absolument démentiel dans Planète des Singes et Three Billboards, quand même. Et dans Hunger Games. Oui, bravo d'avoir gâché tout mon truc. D'ailleurs, notons que meilleur acteur, ni Hugh Jackman et Andy Serkis, qui méritaient d'être nommés, ne le sont, quoi. C'est honteux. Hugh Jackman, tu l'aurais vu carrément pour Logan. Clairement, ouais, bon, et j'étais pas le seul à le penser d'ailleurs. Hein. Mais Logan a été nommé. Durandal aussi, je crois. Comment? Non. Je dis Durandal aussi, était d'accord. Non, et Logan est nommé au scénario, c'est déjà une petite reconnaissance, quoi. Adaptation, non? Ouais, adapté. Ouais, effectivement. Allez, on fait le meilleur film. Donc la catégorie comme vous l'avez compris, c'est déjà Three Billboards. Voilà. Donc Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom, The Post, The Shape of Water et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Voilà. Donc allez-y. Petit aparté encore. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, en français s'appelle Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Ce qui, si on traduit la partie anglaise, veut dire 3 panneaux, les panneaux de la vengeance. Voilà, oui, non, mais je voulais juste dire ça. Et sur l'affiche de Shape of Water, ça écrit la forme de l'eau de Shape of Water. Donc ça veut dire que t'as 2 fois le titre. C'est complètement con. Oui, bonjour, je voudrais une place pour le Shape of Water, la forme de l'eau, the Shape of Water. D'accord. C'est con un français, c'est con un français. Ouais.
Moi j'aimerais bien que ce soit Three Billboards qui le gagne parce que c'est le film dans lequel je place le plus d'espoir dans ce que je peux apprécier. Après j'espère être surpris par Paul Thomas Anderson et justement que ce soit lui que je préfère et donc lui qui gagne, mais tout dépendra donc quand je verrai les films. Mais pour l'instant l'avantage c'est qu'il n'y a aucun film où je me dis oh putain quoi. Il n'y a pas trop de films scandaleux. Tu quand même. Lady Bird, ça mérite pas d'être là, quoi. Bah, je l'ai pas encore vu. C'est pour toutes les accusations, etc. Faut mettre des meufs. Après les blacks, maintenant c'est les meufs. Non, ça n'a rien à foutre là, quoi. On est polémique. Donc Seb, si j'ai bien compris, tu penses que c'est Three Billboards qui doit gagner, mais qu'est-ce qui va gagner? Non, Three Billboards va gagner, c'est obligé. À un moment, tu vas pas déconner non plus, tu vas pas mettre Lady Bird, quoi. Ce serait ridicule. Ils l'ont nommé pour la forme. Mais je pense que celui... je vais vous retenez bien ça. Je pense que c'est Get Out qui va gagner. Putain. Parce qu'ils ont toujours plus ou moins un an de décalage, les Oscars. Et que l'année dernière, il y avait eu le Black, je sais plus quoi là. Et que donc l'année dernière... Moonlight. Et je pense que du coup, cette année, ils vont récompenser le film typé Black encore qui va le gagner. Donc voilà. Après, je peux tout à fait me tromper, mais je vois... Ou alors Call Me By Your Name, peut-être un de ces deux-là. Mais je pense vraiment sur Get Out. Je mets une pièce sur Get Out, pour n'importe quoi. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour, c'est bien. Alors Seb, je sais que tu as une question pour nous, oui, c'est ça? Une question pour chacun différente. D'accord. Très vite, sans réfléchir, okay. Le premier qui vous vient en tête. D'accord. D'accord, ok, on va essayer de faire ça. Bastien, ta série préférée? C'est bien. Tony, ton film préféré? American Pie. Voilà. Oh la vache, c'était chaud, mais pas mal, mais chaud. Mais pourquoi c'était celui-là qui m'est venu en tête, je ne sais pas. Bravo. J'en ai une pour toi, Seb. Le pire film de super-héros? Le pire film de super-héros Oh, c'est trop long. Ah, tu réfléchis. J'ai Constantine en tête, mais c'est pas le pire, quoi. T'as Green Lantern, c'est pas le pire. T'as Supergirl qui est pathétique. Oh putain, Constantine, c'était horrible. Je me souviens, j'ai vu ça au ciné. Quelle merde. J'avais acheté le DVD, moi, après, alors je vous emmerde. Je crois que je l'avais gravé, pour te dire. J'avais trouvé ça à chier au ciné, mais je l'avais quand même gravé, pour te dire à quel point j'étais fou. J'avais quelque chose à dire aussi, moi, aux auditeurs. Vas-y. Si c'est possible. Oui. Parce que on parle de choses qu'on apprécie plus ou moins, mais en fait, si vous ne deviez voir qu'une seule chose cette semaine, et même je dirais dans les prochains mois, dans les mois qui suivent d'ailleurs, si vous voulez verser votre petite larme et être terrassé par l'émotion, regardez tout simplement le discours de Roger Federer qu'il a fait ce matin après sa victoire à l'US Open d'Australie. Son thank you à la fin est déjà dans la légende. Après son déjà mythique oh God, it's killing me. Moi, ce mec me bouleverse à chaque fois. Il y a des moments quand même où le sport est plus fort que le cinéma. Et il faut le dire aussi. Et c'est pas Seb qui dira le contraire, hein, lui qui est un fanat de sport. Ouais. Dans le tennis surtout. D'ailleurs, tu vas commenter cette année Liège-Bastogne-Liège, hein, tu peux le dire. Ah non, désolé les mecs, hein, mais alors, ce qui se passe, c'est qu'avant, Liège-Bastogne-Liège passait juste devant la maison de ma mère. Et du coup, la maison de ma mère passait à la télé et tout, c'était cool. Mais elle déménage genre dans un mois, donc il y aura plus de Liège-Bastogne-Liège devant chez moi. Donc je ne pourrai pas vous faire des interviews des coureurs qui passent. C'est genre je recours après pendant qu'ils sont en vélo, avec mon petit micro à côté. Monsieur, ça fait combien de temps que vous pédalez? Je pourrais pas le faire, désolé. C'était incroyable, je pense. C'est vraiment. Tu leur aurais posé des questions sur la série belge. La trêve. Est-ce que vous avez vu la trêve? Mais fous-moi la paix, je suis en train de pédaler. Ben eux aussi ils pédalent dans la smoule. Humour, comédien. Eh bien écoutez messieurs, sur ce je pense que nous allons rendre l'antenne. Nous sommes à 50 minutes d'émission et on n'a eu aucun problème technique je crois. Pour l'instant, attends. Pour l'instant, voilà. Conclue d'abord.
Donc, chers auditeurs, on vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine émission. On ne sait pas encore dans combien de temps on revient, la semaine prochaine ou dans 15 jours, vous verrez. Soyez attentifs. Dans 15 jours, je suis pas là, donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine. Oula, on va faire 3 semaines consécutives. Oulala. Donc voilà. Rattrapez votre retard, écoutez la FAQ. Vous pouvez aussi écouter notre émission précédente où il y avait un petit bilan et compagnie, Ghost Story et Manhunt Una Bomber. Excellente émission où tu n'étais pas, donc c'était bien. Exactement, où j'étais très très peu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, donc le compte officiel de l'émission Bug le Podcast. Seb, c'est Grumpy Seb. Je suis Alphonse Dadet. Et Bastien, ton compte Twitter, Instagram, Facebook, quelque chose? En ce moment, c'est sous le nom de Johnny Sins. Le crâne luisant, c'est moi. Le Vic Mackey du boulard, comment on t'appelle? Et je suis né un 31 décembre et c'est pas très cool. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Au revoir.